Bonjour, bienvenue pour cette première table ronde de ce lundi aux Utopiales, en ce lundi matin après un petit café, pour une rencontre plus ou moins intime autour de la création de bandes dessinées, scénarisation, partage et histoire de couple. Donc je ne vais pas me transformer en Macha Béranger, mais je suis heureux donc d'accueillir Valérie Mangin. Bonjour. Qui est l'héroïne de notre superbe exposition sur la scénarisation et l'art de scénariser sans limite. Excusez-moi, on va commencer par les basiques. Accompagné de quelques-uns de ses compères de vie, à savoir par le plus éloigné Denis Bajram, que l'on ne présente plus, mais qu'il fera quand même sa petite présentation. Génolab, ensuite, et Milo Malo, qui est tous les trois donc dessinateurs et je dirais interprètes en fait des scénarios de Valérie Mangin. La bande dessinée en fait, au départ on se dit que c'est un art visuel puisqu'il y a quand même toujours l'attrait de la couverture, l'acte de pouvoir faire la promotion de l'album au gré d'un visuel qui va attirer le public. Et derrière se cache, bien entendu, un scénariste ou une scénariste. De temps en temps, on peut avoir quand même l'impression que le dessin sublime le scénario. Et on s'aperçoit que, quand même, l'échine principale du texte, de l'histoire elle-même, c'est le scénario, quelle que soit la qualité du dessin, en fait, peut-être. C'est le squelette de l'album, on peut dire ça. C'est celui qui tient tout en place, oui. C'est celui qui vient en premier et que le dessinateur interprète ensuite. Donc effectivement, sans scénario, pas d'album, quoi. C'est pas une banalité de dire ça, mais pour beaucoup de gens, effectivement, un album de BD, c'est du dessin, rien que du dessin. Et ils ont parfois du mal à imaginer qu'il y a autre chose derrière. Oui, mais quand tu dis pour la plupart, enfin peut-être pour beaucoup, puisqu'il y a eu très peu d'expositions en fait et je dirais de mise en lumière du scénariste ou de la scénariste jusqu'à présent dans ce type de salon. Et moi je suis très heureux qu'on ait pu le faire cette année puisque du coup on voit l'étendue de tes collaborations et j'imagine de chaque problématique qui se pose, que ce soit avec un individu avec lequel tu vas travailler ou plusieurs, hein, puisque un album n'est pas c'est de 1 à 5 dessinateurs de temps en temps. Ça, Denis pourra nous en parler aussi tout à l'heure. Et on a l'impression que chaque projet te présente en fait une histoire différente, mais du coup une manière de créer aussi différente, parce que ça dépend des individus que tu as, enfin des collaborations, des partenaires en fait. Oui, tout à fait. Je veux dire, chaque album est une aventure différente. J'ai essayé de montrer ça effectivement dans l'exposition en présentant des planches, des pages de scénario et aussi un petit texte explicatif sur chaque série. Et merci d'ailleurs pour cette exposition, parce que comme tu le disais, il y en a très peu sur les scénaristes. Je crois que le festival d'Angoulême en fait régulièrement, et sinon je crois qu'il faut être Goscinny pour avoir droit à une exposition, donc merci encore. Et c'est vrai que j'ai essayé donc de montrer par là que voilà, chaque série est un peu différente. Que ce que je travaille avec Denis Bajram, qui est aussi mon mari, donc là vous imaginez bien que c'est une collaboration qui est très particulière, avec Génolab ou que je ne connaissais pas avant de travailler avec lui, donc on s'est découvert au fil de la collaboration, ou avec Malo Kerfriden, qui est un vieil ami, qui est un ami de 20 ans lui. Donc vous voyez, rien que sur l'aspect personnel, finalement, les rapports scénaristes-dessinateurs peuvent être très différents d'une fois à l'autre. Oui, l'entrelac entre je dirais la vie privée ou la relation amicale et le travail lui-même. En fait, alors ton premier collaborateur, comme tu le dis, a priori, c'était Denis Bajram. En l'occurrence, elle a été ma collaboratrice au démarrage. Parce que sur le filo de Dieu, son premier album, au départ, c'est une idée que j'ai pour... On me présente un dessinateur, c'est Glénat qui me présente un dessinateur serbe en disant il est génial, mais on ne sait pas quoi en faire. J'ai l'idée alors d'essayer de transposer dans l'espace l'histoire d'Attila contre les Romains. Et il s'avère qu'à ce moment-là, on est un tout jeune couple avec Valérie, que Valérie est latiniste, distinguée même on va dire, historienne très distinguée, qu'elle a fait des études extrêmement brillantes en histoire et en lettres classiques. Et je lui propose de m'assister en tant qu'expert historique sur tout ça. Et puis en fait, l'OTAN se met à bombarder la Serbie, donc on n'a plus trop de nouvelles d'Alexa. Et Valérie, pendant ce temps-là, me dit « Ah, mais moi, ce projet, j'adorais, c'est dommage que ça soit tombé à l'eau. J'aimerais bien l'écrire, finalement.
mais enfin même le réécrire. Mais bon, je sais pas si ça va pas te gêner, mais j'aimerais bien qu'on introduise une femme dans ça et que l'ennemi d'Attila, Aesius, devienne Aesia. Et c'est comme ça qu'en fait, elle rentre dans le métier en s'emparant comme ça d'un de mes projets. Et finalement, c'est devenu totalement son projet. Moi, j'aurais jamais écrit du tout ça comme ça. De l'idée de base, en fait, c'est devenu sa première histoire. Mais on voit qu'en fait, on a toujours un imaginaire qu'il faudrait faire des études, etc. Non, il faut s'emparer des choses comme elles arrivent. Une carrière artistique, c'est un gigantesque enchaînement de hasard, en général beaucoup plus qu'un parcours tout balisé, rempli de beaux diplômes adaptés à ce qu'on fera. La plupart des gens font des diplômes dans le secteur qui vont pas pratiquer en art, c'est toujours très drôle. Voilà, donc c'est vrai que quand on a commencé tous les deux, il n'y avait pas vraiment d'école de bande dessinée comme il en existe maintenant. Il y avait l'atelier à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, en fait, c'était la seule chose, qui ne formait pas formait des auteurs complets, comme on aime à dire, mais pas des scénaristes. En fait, l'idée n'était pas du tout de travailler le scénario pour lui-même, il était toujours asservi au dessin. On a souvent l'impression que le scénario, c'est le parent pauvre, en fait, dès l'école de la bande dessinée. Il y avait tellement rien sur le scénario que moi, quand j'ai commencé à parler scénario avec Valérie, je lui ai parlé plutôt des méthodes d'écriture du cinéma. Parce que j'avais lu pas mal de livres de scénario, de livres hollywoodiens sur le scénario et tout. Et donc, en fait, on n'avait même pas vraiment de référent pour parler de scénario de bande dessinée. Alors après, comme je pratiquais la bande dessinée, évidemment, je voyais bien tout ce qui n'allait pas dans le scénario de cinéma pour la bande dessinée. Mais au début, tu m'avais dit, je peux lire quoi? Et je t'avais dit, les livres de scénario sur du cinéma hollywoodien, et puis les livres sur le roman. Mais en fait, il y avait même pas. J'ai eu aussi une autre chance, c'est que des scénaristes amis comme Thierry Caïto m'ont prêté leurs scénarios et m'ont laissé les lire, en fait. D'accord. Donc j'ai vu concrètement à quoi pouvait ressembler un scénario de bande dessinée. Serge Le Tendre, t'as vu des scénarios? Serge Le Tendre aussi, voilà, tout à fait. Oui, j'ai été très bien accueillie dans le milieu par les scénaristes et qui m'ont beaucoup aidé, en fait. C'était plutôt ça. C'était pas une école, mais c'était une sorte d'atelier. On n'habitait pas les uns près des autres, mais je pouvais leur téléphoner, ils pouvaient me laisser lire leurs scénarios, ils pouvaient me donner des conseils. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi, oui. Une sorte d'apprentissage informel comme ça. Pour illustrer ça, d'ailleurs, il me semble bien que 50 ans après l'ouverture d'Émile Coll à Lyon, qui est quand même une école reconnue dans la bande dessinée, dans la création graphique et autres, ils ont ouvert que cette année une école de scénario à Angoulême. Oui. Mais alors à Émile Coll, il y avait quand même des intervenants. Xavier d'Horizon, par exemple, intervient vraiment sur le scénario, il leur parle vraiment de scénario, mais c'est toujours vu comme une sorte de formation complémentaire par rapport au dessin. C'est jamais la formation initiale. C'est pas une école de scénario dans laquelle éventuellement on apprendrait à dessiner un petit peu pour pouvoir faire le storyboard et l'envoyer au dessinateur, ce genre de choses. On voit bien. Et il y a toujours, je crois pas aujourd'hui qu'il y a un ouvrage sur le scénario de bande dessinée. Alors que c'est c'est la moitié de la bande dessinée. On dit même assez facilement que le succès du premier album est lié au dessin, c'est-à-dire que les gens achètent sur le visuel, mais que si la série où le personnage devient un grand succès, c'est finalement les histoires après qui vont faire l'enjeu. Cette moitié complète de la BD est aujourd'hui invisible, en fait. Elle est encore passée sous silence. Et pas formée. Voilà. Et à propos des premiers albums, donc Génolab, parce que du coup je ne vais pas interroger Denis sur ses premières collaborations, tu comprends, c'est trop loin, il ne va pas s'en souvenir du tout, mais Génolab, donc, qui a fait son premier album avec Valérie, qui vient de sortir Erreur System. Si tu peux nous expliquer un petit peu déjà comment s'est passée la rencontre, comment s'est passée la collaboration, et puis après effectivement, est-ce que par exemple toi en tant que graphiste, bon tu as l'habitude de travailler en équipe dans le cadre des jeux vidéo, des choses comme ça, quelle est la différence, et si toi-même tu as ensuite des velléités d'auteur complet, puisque tu avais publié déjà quelques histoires, quoi. Ok, alors plein de questions. Non, dans l'ordre de la rencontre avec Valérie, elle s'est faite grâce à l'éditeur Casterman. En fait, c'était à une époque où j'avais présenté régulièrement mes projets à l'éditeur qui voyait une opportunité dans la rencontre avec Valérie de faire naître une collaboration intéressante. Et on s'est rencontrés à la foire du livre de Bruxelles, je crois, il y a quelques années, ça devait être l'année où on a signé Erreur System. Donc je rencontre Valérie qui connaissait un petit peu mon travail parce que j'avais publié dans le deuxième numéro de la revue Pandora, toujours chez Casterman, qui est une anthologie d'histoires courtes, où j'avais fait ma première publication.
Et donc c'est comme ça que Valérie avait découvert mon travail, et il y a eu tout de suite, enfin on a bien accroché déjà humainement, et puis quand j'ai découvert le projet, le scénario de Valérie qui allait devenir Erreur System, bah, j'ai tout de suite été convaincu et séduit, et à partir de là, les choses se sont faites assez vite et rapidement, parce qu'on a présenté un dossier à l'éditeur qui l'a accepté assez vite aussi. Donc voilà pour la rencontre. Ensuite, pour ce qui est de, je me rappelle plus trop les autres questions. Voilà, comment ça se passe ensuite dans la collaboration? Par exemple, si on s'adresse par exemple à un public qui voudrait entrer dans ce métier-là, en fait, qu'est-ce que tu vas dire de cette danse à trois entre le scénariste, le dessinateur et l'éditeur, quoi, en fait, parce que ça reste une danse à trois, quoi qu'on en dise, même si vous avez, enfin, j'imagine pas tous les jours des rencontres avec l'éditeur lui-même pendant la conception de l'album. Dans la bande dessinée, souvent, enfin, ce dont j'ai pris conscience sur le tard, c'est que ça marche assez au réseau, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est à force de traîner en festival et de rencontrer des éditeurs et des éditrices que ces personnes voyaient ma tête. Au bout d'un moment, il y a une relation qui est en train de se créer, même si elle n'est pas encore professionnelle. Et c'est aussi à force de rencontrer d'autres artistes de la bande dessinée que tout ça se fait petit à petit, ça se fait sur le temps. Après, bien sûr, c'est difficile de résumer un exemple ou un chemin qui mène à la signature d'un contrat. Moi, dans le cadre d'Erreur System avec Valérie, ça a été une rencontre qui a été la conséquence de plein de choses que j'ai mis en place. Mais je dirais que oui, aller en festival et rencontrer les gens sur place, c'est quelque chose qui est souvent plus intéressant et qui est plus rapide que faire ça par mail enfin voilà, mettre un visage derrière ce qu'on fait, c'est souvent plus intéressant. Donc les festivals restent pourvoyeurs de liens, en fait, effectivement. Le festival, ça, pour lancer la petite. Un festival où tout lieu de rencontre qui permet enfin tout espace qui permet de rencontrer d'autres artistes, hein, ça peut être également sur les réseaux sociaux, parce que ça évolue aussi beaucoup à ce niveau-là. Hein. S'il y a des ateliers dans sa ville, aller fréquenter l'atelier même si on est amateur, faut pas avoir peur. Hein. La plupart des auteurs sont très accueillants, donc faut pas hésiter à pousser les portes d'atelier, aller demander à parler avec les gens. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très bien pour prendre contact avec quelqu'un, pour éventuellement voir le travail, envoyer des pages par Internet. Mais un album, c'est un an de travail au minimum, voire beaucoup plus sur certaines séries. Moi, je travaille par exemple sur Alix Senator avec Thierry Desmarais, que j'ai rencontré en 2003. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui je travaille depuis 20 ans. Donc choisir un collaborateur, c'est pas anodin, et on ne peut pas le faire simplement par Internet sans l'avoir rencontré. Derrière tout ça, il y a avant tout une rencontre humaine, savoir si concrètement on va s'entendre avec quelqu'un, et pour ça, il faut vraiment le voir en vrai, discuter avec lui un peu longuement. Alors du coup, par exemple, la rencontre avec Malo, en fait. Malo est un ami de Denis. Les dates, c'était peut-être même avant Internet. C'était bien avant Internet. C'était à l'époque des dinosaures. Oui, c'est ça, pour les anciens. En fait, là, je peux raconter, ou tu peux raconter encore plus simple. On était voisins à Angoulême. Moi, j'ai été allé me réfugier à Angoulême parce que comme auteur de BD, j'avais plus les moyens de payer mon loyer à Paris. Et il s'avère que de l'autre côté de la rue, à portée de Jumelles, il y avait l'appartement de Malo. Voilà, oui, je l'ai observé. Je ne veux pas le savoir. Je l'ai observé pendant des semaines, et puis je me suis dit qu'il avait l'air sympa. Non, en fait, on s'est rencontrés parce qu'entre les deux, c'est drôle, entre les deux appartements, il y avait l'atelier Sans eau dans lequel j'étais, et qui était un point de fascination pour les gens qui étaient étudiants aux Beaux-Arts, etc. Et en fait, dans ce groupe des auteurs qui se mélangeaient avec les étudiants, à un moment, on a commencé, je crois qu'on a parlé musique, en fait, au départ. Hein. Voilà. On a été réunis par les Stranglers, je pense, précisément. Oui. Donc, ma 3e année de Beaux-Arts à Angoulême, je l'ai passée chez Denis. En gros. Oui. Voilà, donc la formation était meilleure. Ouais. Le café aussi. C'est très important, cette notion d'atelier et de transmission, en fait, entre auteurs. Voilà. Et il s'avère qu'il y a eu un projet qui a capoté de mon côté, que Malo a repris, qui est son premier album. Alors, sortant des Beaux-Arts d'Angoulême, je me suis retrouvé au chômage, donc comme tous les artistes. Et au chômage, sans le chômage. Sans le chômage. Et donc, j'ai pas mal été aidé par Christophe Beck. On a monté 2 dossiers ensemble. Il m'a filé plus ou moins un boulot d'assistant qui m'a payé à une époque où j'avais 0 €. Sont venus là-dessus se greffer des projets où Denis aidait Christophe un peu. Et
Et donc, finalement, Denis m'a convaincu de reprendre une série avec David Chauvel, que lui avait été plus ou moins obligé d'abandonner, qui s'appelait Quarterback, aux éditions Delcourt. Et donc, à la suite de ça, pendant Quarterback, j'ai rencontré Valérie. Et à la suite de ça, je suis venu m'installer à Bruxelles parce qu'ils y étaient aussi. C'est là qu'a démarré KGB. Et là, c'est le drame. Donc, on continue à se fréquenter évidemment de manière amicale. Malo venait souvent à la maison, on allait souvent chez Malo dîner, etc. Et j'ai écrit KGB au départ sans penser vraiment à quelqu'un. Et c'est vrai qu'on a commencé à en parler. J'ai dû t'en parler, Malo, mais de manière anodine comme ça. Voilà, en ce moment, j'écris ça, etc. Oui, parce qu'en fait, il y avait le frère d'Alexa Gadjic qui avait fait des essais. C'est ça. Et tu t'en souviens mieux que moi. Oui, et en fait, tu avais l'air catastrophé par la lenteur du gars. Ça, c'est possible aussi. La bande dessinée, c'est un travail de longue haleine, souvent. Et donc, quand tu m'as raconté l'histoire, j'ai tout de suite accroché sur la thématique et le sujet. Et en fait, j'ai fait un peu du forcing pour avoir le projet. Pour virer le Serbe. Et tu as réussi. Ouais, les histoires de couple, c'est aussi des histoires de rupture. Donc il y a eu quelques couacs, quelques ruptures de parcours, quelques interruptions de série, j'imagine, dans malheureusement, oui, il y en a tel que le tien. Oui. Il y en a eu plusieurs. C'est, comme je vous disais, une collaboration au long cours. C'est une histoire de couple professionnel et artistique. Donc il y a des gens avec qui on s'entend très bien sur le long terme et d'autres avec qui on croit qu'on va s'entendre et en fait, ça tourne mal, comme dans tous les couples. Et là, à ce moment-là, il faut savoir rompre. Et c'est toujours dramatique, oui. Là encore, avec le frère d'Alexa, avec Vuka, ça s'est passé, je dirais, assez vite, puisque lui-même a abandonné le projet alors qu'on ne l'avait pas encore signé et qu'on avait peut-être fait 1 ou 2 pages. Donc finalement, c'était pas si grave que ça. Avec d'autres dessinateurs, j'ai dû abandonner parfois des albums à la page 40 sur 46, voire qui n'ont pas réussi à faire un tome 2 ou qui sont partis sans, je veux dire, qui m'ont ghosté, qui sont partis tout d'un coup sans que j'ai plus jamais de nouvelles. Et oui, voilà, c'est vraiment. Là, j'en ris maintenant, mais à l'époque, j'en riais pas vraiment. Mais oui, tout est possible dans la relation scénariste-dessinateur comme dans un couple, oui. J'imagine que durant toute ta carrière, en fait, l'édition a changé, les outils ont changé. Enfin, on va parler un peu du numérique aussi, parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment l'économie, je dirais, du livre et de l'édition de bande dessinée. Où est parti l'argent des économies faites par tous les métiers qui ont disparu, à savoir le scan, le photograveur, tout ça. Dans la poche des éditeurs. Qui a hérité de tout ça? Mais ça, on en parlera en deuxième temps. Mais entre-temps, disons, puisque ces histoires de rupture, en fait, il y a quand même eu pas mal d'années où il y avait des premiers tomes jetés en pâture au public et que le deuxième tome n'apparaissait jamais. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui ont travaillé là-dessus, sur le volume. Aujourd'hui, on sait que c'est quand même un peu plus tendu. Hein. Il y a eu les assises de la bande dessinée. Enfin, il y a eu tout votre travail aussi presque syndicaliste, je dirais, qui a mis à jour la paupérisation. Enfin, la paupérisation. S'il y a eu à un moment donné une corne d'abondance. Paupérisation au sens où ça descend. Voilà. Mais de ce métier. Donc, l'édition aujourd'hui, enfin, en tous les cas, les éditeurs, est-ce que vous sentez-vous qu'il y a quand même une meilleure attention au premier projet? Au premier album? Alors tu veux que je réponde, Valérie? Vas-y, si tu veux. Je suis le sordide de l'histoire. L'argent qui a été dégagé par les économies fait partout a servi à produire plus de livres. Les éditeurs ne se sont pas mis dans la poche directement. Il s'avère que plus un éditeur fait de livres, plus il a de chances qu'en moyenne, les accidents compensent enfin, que les réussites compensent les accidents, etc. Et donc, en fait, on linéarise le risque. On fait un livre, il marche, c'est super, il marche pas, on met la clé sous la porte. On fait 10 livres, il y en a 5 qui marchent pas, 5 qui marchent, on arrive à un équilibre. On en fait 100, l'équilibre il est tous les ans. Tous les ans on a le même chiffre d'affaires. Et voilà. Et donc en fait, les éditeurs sont passés de la pêche à l'hameçon avec grenade. Voilà, grenade. Ils jettent une grenade et ils récupèrent les poissons. Et donc le problème du premier tome, qu'on lance comme ça pour voir ce qui va se passer, mais qui n'a pas de suite, ils l'ont résolu en ne faisant plus des premiers tomes, mais en faisant des romans graphiques. Parce que comme ça, il n'y a pas de deuxième tome. Dès le départ. Et en fait, ce glissement qu'on voit vers l'album qui raconte une seule histoire, c'est un glissement qui correspond au fait que finalement, ils ne font pas les investissements dès le départ pour lancer des séries
mais des petits investissements. Et puis si par hasard l'auteur sur son roman graphique ou son histoire isolée en album classique rencontre le succès, on fera une autre histoire. Puis on vendra plus sur le nom de l'auteur que sur le nom du personnage dans le temps, etc. Alors que c'est le même investissement de temps. Enfin, faire 2 tomes ou 3 tomes, faire un roman graphique, souvent pour l'auteur, c'est le même investissement de temps derrière. Oui, et surtout à l'arrivée, l'éditeur prend de moins en moins de risques avec cette méthode-là, alors que l'auteur, il prend toujours le même risque d'investissement colossal. Créer un univers pour chaque livre, ça prend énormément de temps. Si on ne l'exploite pas en plus sur 2, 3, 4 tomes, finalement, encore une fois, l'investissement des auteurs a plutôt augmenté. Je dirais pas le profit, mais la chance d'être rentable pour l'éditeur a augmenté en proportion. Et aujourd'hui, en fait, on est passé d'une économie qui était une économie commerciale, où finalement le livre était un produit, on se battait pour vendre chaque produit dans les rayons, etc., à une économie de flux financier, dans lequel le tout, c'est que le flux des livres soit rentable à terme et rapporte suffisamment pour continuer à faire grossir la maison d'édition, voire à racheter d'autres maisons d'édition, comme on l'observe en permanence. Donc c'est un système qui est, pourquoi pas finalement dans l'absolu, s'il permet à l'édition d'être stable. Mais la facture, elle est quand même tombée sur les auteurs depuis 2 décennies. Enfin, aux 2 extrêmes peut-être. C'est la variable de ce flux tendu, c'est le libraire et l'auteur. Oui, surtout que, mais même pas parce que le libraire, à un moment, ça s'était vraiment précarisé dans la librairie. Et il y avait de plus en plus de petites librairies qui fermaient. Alors la bande dessinée a besoin des petites librairies pour mailler le territoire et lancer les nouveautés, justement, parce que c'est pas obligatoirement en Fnac qu'on va réussir à faire ça. Donc les éditeurs ont compris qu'il y avait un risque là et ont augmenté la marge des libraires. Aujourd'hui, libraire, c'est beaucoup moins risqué qu'il y a 20 ans. Alors, ça reste pas un métier facile, hein, s'il y a des libraires dans la salle, je ne dis pas qu'ils sont en train de se tourner les mains dans les poches, mais ce qui était invivable il y a 20 ans est devenu maintenant possible. Et je dirais même que moi, je connais de plus en plus de libraires que je trouve pas très bons en tant que commerçants. Ils ont des goûts intéressants, etc. Mais je me demande parfois comment ils s'en sortent. Mais le système a fait qu'aujourd'hui, même un libraire qui n'est pas un très bon commerçant, va s'en sortir parce que l'éditeur lui a laissé la marge suffisante. Les seuls aujourd'hui dont le problème n'est pas reconnu, c'est bien les auteurs. Et pour une raison, c'est qu'en fait, il y a énormément d'auteurs qui attendent à la porte. Alors, si on continue dans la série des petites questions qui grattent, Génolam n'hésite pas à prendre le micro à un moment donné, mais on va faire une petite parenthèse dans les questions qui grattent, parce que admettons que le public ne sache pas du tout comment se passe l'économie du livre, ne sache pas du tout comment sont réparties les proportions de droits d'auteur, parce que moi ça fait quand même 40 ans que j'entends partout, la bande dessinée c'est trop cher pour le grand public. Donc si on part sur cette idée, on défile un tout petit peu ce temps, après on reviendra au dessin et aux choses rigolotes et aux couleurs, mais je pense qu'il y a quand même des sujets à aborder, que des fois on fait un petit peu l'impasse, et je pense qu'un festival doit aussi servir déjà à éclairer, et puis pourquoi pas effectivement si on peut avoir un petit quart d'heure de suite de tout votre travail d'enquête qui avait été fait sur le métier, tout ça, parce que bon, tout ça a été jeté pas loin aux orties ou pas loin, donc bref, si on peut aborder ce type de sujet aussi, la répartition des droits d'auteur en fonction de la chaîne du livre. Pourquoi pas les droits d'auteur aussi, hommes, femmes, dans la chaîne du livre, du point de vue de Valérie. C'est vrai que depuis que j'ai débuté, j'entends que les auteurs gagnent mal leur vie. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'enquête et pas d'études universitaires pour appuyer, pour dire si c'était vrai ou pas. En fait, c'était juste une rumeur qui courait parmi les auteurs. Si bien qu'en 2015, et chez leurs banquiers aussi. Et chez leurs banquiers aussi, surtout chez leurs banquiers. Et donc en 2015, avec Denis Kiela et Benoît Peters, nous avons décidé de créer les états généraux de la bande dessinée et de lancer une grande enquête justement auprès des auteurs pour connaître leurs conditions socio-économiques en fait. Concrètement, combien gagnaient-ils, comment vivaient-ils? Et on a eu les résultats, et en fait les résultats étaient pires que ce qu'on pensait. Parce qu'on a découvert à cette occasion que, alors énormément d'auteurs, c'est une très sérieuse, énormément d'auteurs nous ont répondu. Je crois que la moitié des professionnels ont répondu à peu près. En élargissant au moins sur un tiers et probablement la moitié. Probablement la moitié. Donc on a découvert que sur ces auteurs qui nous avaient répondu, donc déjà en 2015, 30% gagnaient moins étaient en dessous du seuil de pauvreté, et 50% gagnaient moins que l'équivalent d'un SMIC par an. Ça pour un boulot qui était au minimum de 35 heures par semaine, et souvent beaucoup plus, parfois jusqu'à 70 heures par semaine. Sans week-end et souvent sans vacances, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des vacances, justement. Les week-ends sont en festival à faire de la promotion, ce qui reste du boulot, quoi.
Donc ça nous a un peu catastrophé. Et pour les autrices, si on les considère seulement, c'était encore pire, puisque là déjà 50% des autrices étaient sous le seuil de pauvreté, et les chiffres avaient montré une tendance à la baisse. Donc je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est encore bien pire, malheureusement. Oui, parce que ce qui est amusant quand même, parce qu'on a quand même... Alors sans leur jeter la pierre, puisqu'il y en a plein derrière, on va se faire taper dessus sinon, c'est le statut d'intermittent du spectacle, dont on entend beaucoup parler en France, en fait, est bien mieux, finalement, protégé que le statut d'artiste-auteur. Artiste-auteur, c'est vraiment le minimum du minimum de la protection. En gros, les protections de l'auteur, c'est quoi? C'est le code de la propriété intellectuelle qui protège en fait l'œuvre. Qui interdit aux gens de la copier, qui oblige à verser des... Mais en fait, quand on regarde de près, le gros de la protection, quand l'éditeur signe le contrat, il se transfère à la maison d'édition. Finalement, ça protège l'activité économique de la maison d'édition. Et puis les autres protections, on a accès à la sécurité sociale, on a accès, en cotisant évidemment, hein, on a accès à la retraite en cotisant, mais comme les revenus sont ultra faibles, il faut imaginer que des gens qui gagnent 700, 800, 900 euros par mois cotisent pour des retraites qui seront de 200 euros, 300 euros par mois. Et puis derrière, il n'y a rien, c'est-à-dire que vous effacez... Il n'y a pas de chômage. Tout, alors le chômage, l'intégralité des protections en cas de perte d'emploi, les accidents du travail, comme si on ne se détruisait pas la main, le dos, les yeux en étant dessinateur. Et puis vous effacez surtout tout le droit du travail. Il n'y a aucune protection, nous ne sommes pas des travailleurs. Il n'y a personne qui vient chez toi éteindre l'ordinateur à 10h le soir en disant il faut faire dodo. Oui, il y a même... Non, ou pire que ça, par exemple, une autrice qui est enceinte peut être envoyée par son éditeur sans explication. Une autrice qui se fait harceler par son éditeur, ce n'est pas considéré comme un harcèlement au travail puisqu'elle ne travaille pas. Donc il y a tout un tas de protections comme ça que les autrices et les auteurs n'ont pas, alors que chacun doit l'avoir. Et la principale, il n'y a pas de revenu minimum. Il n'y a pas un salaire minimum, il n'y a aucun minima. Je savais que ça allait être la parenthèse raide, mais elle est vraiment raide, votre parenthèse. Là aujourd'hui, on est en combat pour éviter que des éditeurs fassent des contrats à 0,5% de droits. Et je parle de groupes d'édition internationaux. Ok, sachant qu'à 7%, c'était déjà pas beaucoup. Alors, dans la jeunesse, c'est 5%, on se bat pour que ça remonte au-dessus. Dans la BD, c'est 8%. Sauf sur un album, donc avec un coût fixe, ça représente quoi du coup? Pour qu'on ait une vraie idée. Tu m'obligerais à faire les calculs de tête. Mais on va dire en gros que l'État prend 5% pour refaire les pourcentages avec la TVA. L'auteur prend 8%. Alors l'auteur au sens large, s'il y a deux auteurs scénaristes, il se retrouve avec 4%. C'est divisé, ouais. Voilà, s'ils sont sympas et qu'ils donnent un pourcentage aux coloristes, genre 1%, ils se retrouvent avec 3,5%. Derrière, le libraire, alors ça dépend des réseaux, prend entre 35 et 40%. Bon, il a un pas de porte et compagnie, hein. Il y a des coûts de librairie dans la librairie qui sont assez colossaux. Et puis, le reste passe dans la distribution, qui est le transport des livres. La diffusion, qui sont les représentants commerciaux qui font les tournées pour vendre les livres, et l'éditeur, qui lui-même subdivise en imprimeur, etc. Il n'y a pas obligatoirement quelqu'un qui se fait des couilles en or extraordinaires sur le livre. Sauf les éditeurs des Panama Papers. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que l'auteur ne s'en sort plus, et qu'à chaque choc, c'est la variable d'ajustement, donc c'est lui qu'on baisse, puisqu'il n'y a pas de protection de droit du travail. Et que ce n'est pas un travailleur et que les éditeurs se battent pour qu'on ne reconnaisse pas ça comme du travail. Il faut que ça reste... Nous sommes des créateurs d'œuvres de l'esprit. Nous sommes des grands romantiques qui vivons de cascades d'eau fraîche. D'ailleurs, ça crée une grosse dissonance, en tout cas chez les artistes, j'ai envie de dire, de ma génération. Parce que moi, je parle beaucoup et je côtoie énormément d'artistes qui ont entre 18, 35, 40 ans. Et qui, on se pose la question, enfin ce que vous racontiez par rapport aux états généraux de la bande dessinée qui sont devenus dans un deuxième temps le rapport Racine, qui a été le constat que globalement c'était pas un métier viable, pour dire la chose très simplement. Quand tu es jeune artiste qui veut se lancer dans la bande dessinée parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, t'es face à un choix de vie en fait. Tu te dis, même si les auteurs, les autrices les plus installés nous disent que c'est un métier qui est compliqué et qui même remettent en question la viabilité de cette industrie dans les prochaines années, parce qu'on se rend compte que il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par la création d'une bande dessinée, mais qui ont peur et qui veulent fuir cette industrie.
Là, on est en train de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire de la bande dessinée par les moyens les plus classiques, c'est-à-dire bosser avec des structures éditoriales sans qu'on ait de solution alternative. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai l'habitude, parce que je stream aussi sur Twitch mon travail, et je suis constamment en contact avec des gens de mon âge qui se posent ces problématiques. On se dit comment on fait. On a envie de faire de la bande dessinée, et on est même, et c'est ça le plus tragique, on est même résigné au fait qu'on ne gagnera peut-être jamais notre vie. Mais à côté de ça, on a envie de faire ce métier parce que voilà, la bande dessinée, c'est quelque chose qui nous a transformés et on a envie de continuer. À aucun moment, on se dit même, et ça, c'est peut-être presque quelque chose qui peut être lié à une espèce d'orgueil ou d'ego d'artiste, de dire je n'arrêterai pas, je ne me coucherai pas, je ferai la bande dessinée parce que sinon, en face, il gagne. Quand je dis en face, c'est toute cette pensée qui consiste à dire que ce qui est sacrifiable encore, c'est le travail de l'artiste. Et on peut avoir énormément d'albums publiés, d'albums produits. Au final, si on en a quelques-uns qui s'en sortent, on aura toujours notre roster d'artistes qui va assurer la rentabilité chaque année. Et ça, c'est un discours qui, en tout cas, je précise, hein, qui ne passe plus chez nous. Enfin, là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on n'a pas de solution. Donc on essaie de les construire, on essaie de les penser différemment, en étant aussi inspiré et très à l'écoute des personnes qui étaient là avant nous et qui ont aussi pavé le chemin par rapport à tout ce qui est cette question de sensibilisation, de lutte, et de comment on fait pour penser la création différemment dans ce contexte qui est très compliqué. Donc ça, vraiment, beaucoup de personnes me disent « Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut se lancer dans la bande dessinée ?» Faire un autre métier. En fait, voilà, c'est ça la problématique, parce que j'ai pas envie de dire à quelqu'un pour qui faire une bande dessinée, c'est quelque chose d'émancipateur. J'ai pas envie de dire, fais pas la bande dessinée. J'ai plutôt envie de dire, sois stratégique, essaye de trouver une solution qui te permet de gagner ta vie autrement, continue à faire cette bande dessinée. Par contre, c'est vrai que tant qu'on n'a pas un État qui légifère en faveur des artistes de bande dessinée, ça ne changera pas. Le projet Racine, il a été... Alors, le rapport Racine, en fait, le travail qu'on a fait dans la bande dessinée a fait beaucoup de bruit, parce que en fait, déjà, les enquêtes, en général, il n'y a pas beaucoup de réponses et tout. Le fait que nous, on ait des réponses massives, elle est devenue extrêmement crédible. Elle a révélé un fossé absolu entre la vision qu'avait le ministère de l'état de la bande dessinée et la réalité. Et on a fondé la Ligue des auteurs professionnels pour élargir cette question-là à l'ensemble des auteurs du livre, avec Samantha Bailly et d'autres. Et on a réussi à faire comprendre au ministre de la Culture, lors d'un rendez-vous au ministère qu'on avait réussi à obtenir, que les auteurs du livre et de la bande dessinée, c'est le laboratoire de recherche et développement de l'ensemble de l'industrie culturelle française. Si on n'arrive plus à écrire d'histoire en France, on ne fera pas des jeux vidéo à 1 milliard dans 10 ou 15 ans, parce qu'il n'y aura plus les gens pour nourrir ça. Parce qu'en effet, on a une liberté extraordinaire dans la bande dessinée ou dans le livre de raconter ce qu'on veut. Les éditeurs signent des projets tordus, souvent, sans se poser trop de questions et tout. Et donc, en fait, des choses qu'on ne peut pas faire quand on met 1 milliard sur la table pour faire un jeu, même 100 millions d'euros. Donc, en fait, c'est chez nous que ça se passe, l'avenir. Et on voit bien, Assassin's Creed, ça n'existe pas s'il n'y a pas le Troisième Testament ou ce genre de livre avant. Toutes ces choses-là se sont réglées dans la bande dessinée et dans le roman avant de devenir des grosses industries. Et pareil pour le cinéma, pareil pour le dessin animé et tout. Donc, en fait, on a réussi à le convaincre que ce qui se passait du côté des auteurs du livre était extrêmement dangereux à terme pour l'ensemble de la culture et de l'industrie française. Et donc il a dit ok, je demande un rapport. Donc il y a eu un haut fonctionnaire assez brillant, Bruno Racine, qui a réuni un comité, et ils ont en fait confirmé nos dires et proposé des solutions. Il s'avère que les groupes d'intérêt ont totalement réussi à empêcher que ça accouche de vraies solutions. On a eu quelques mesurettes qui ont repeint vaguement 2-3 coins de la maison, parce qu'en fait la situation en place, elle est rentable pour plein de gens et pas que pour les éditeurs ou producteurs. Et il y a énormément de gens qui ne voulaient pas que ça change, et ils ont réussi à totalement, en montant jusqu'au Premier ministre, etc., réussi à complètement bloquer. Donc là aujourd'hui on est à un moment de tous les auteurs, je pense, qui ont suivi ça savent maintenant le niveau de l'abandon de l'État à leur endroit. Je pense qu'il n'y a plus aucune illusion. Je crois qu'aujourd'hui on aurait même du mal à mobiliser des auteurs dans une manifestation, parce qu'ils ont bien compris
que ça ne servirait pas à grand-chose. Surtout qu'on a eu plusieurs ministres de la culture qui se sont enchaînés, qui sont refilés le dossier et tout repartait à zéro à chaque fois. Donc oui. Puis donc Rister a vraiment fait, je dirais, je veux vraiment lui reconnaître d'avoir fait le boulot. Et de s'être un peu lui-même fracassé dessus. C'est-à-dire que je suis pas sûr que ça a été la meilleure des choses pour sa carrière politique. Donc quoi que je pense de ses opinions, de son parti, etc., moi, c'est le seul que j'ai vu tenter quelque chose. Mais depuis, clairement, la consigne, c'est on ne va pas sur ce terrain-là pour le ministère de la Culture. Et alors pour les, je dirais entre guillemets, les dessinateurs de bande dessinée, bien avant ça, il faut qu'il y ait un scénariste, on est d'accord. Donc par rapport au scénario, en fait, dans ce contexte-là, comment tu te lèves le matin en étant motivé pour faire un scénario, quoi? Comment tu te dis, ok, je vais y aller, et puis on va quand même, parce que du coup, de toi, va aussi, va dépendre le travail d'un dessinateur, va dépendre les 2-3 années, voire 5 ou 20, comme pour Malo, d'années de collaboration qui risquent de s'en suivre. Comment tu retrouves la ressource? Malgré ça, je dirais la bande dessinée, ça reste le plus beau métier du monde. On est quand même là d'abord parce qu'on aime ça et qu'on fait un métier passion. Alors c'est pas une raison pour ne pas nous payer, mais c'est quand même une bonne raison pour se lever le matin. Et je fais d'abord des histoires parce que j'ai envie de les raconter avant tout, quoi. C'est vrai que je pense pas forcément à l'aspect pécuniaire, même si à titre personnel, moi j'ai la chance d'être une grosse vendeuse, comme disent les éditeurs. C'est-à-dire que la plupart de mes séries marchent bien, donc j'ai la chance de bien gagner ma vie. Et que la plupart des dessinateurs ou dessinatrices qui travaillent avec moi la gagnent plutôt bien aussi. Donc on a cette chance-là, et c'est vrai que quand je prépare un dossier pour un nouveau projet, je le prépare globalement. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'histoire, il y a ce qu'on veut raconter. Il y a aussi, bien sûr, le dessin qui vient après. On essaie de faire tous au mieux de ce qu'on croit vraiment de se donner à fond pour le projet. Et une fois qu'on est arrivé à avoir un résultat qui nous convient à tous les deux ou à tous les trois, si on est plus, j'essaie vraiment de faire un dossier que je dirais presque de le marketer. C'est-à-dire de faire en sorte de convaincre l'éditeur que ce beau projet qui nous plaît tant et qu'on a tellement envie de faire, ça va être aussi un bon projet pour sa maison d'édition et ça va être un projet rentable pour sa maison d'édition. À part quand j'ai des projets totalement farfelus, mais je suis une autrice plutôt de séries plutôt classiques. Donc a priori, dire à un éditeur ce projet, non seulement il est bon, non seulement ça va être génial, mais en plus tu vas pouvoir le vendre, en général c'est dans les possibilités. Et pour ça, on fait un dossier, je dirais quasiment, on le vend à un éditeur comme on le vendrait à un lecteur, quoi. Et c'est très important aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui se refusent à faire ce travail-là ou qui trouvent ça pas très propre en fait, de penser gagner de l'argent avec ses créations, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et quand on est dans de très mauvaises conditions pécuniaires, on a beaucoup de mal à créer, effectivement. Et si on veut une bonne bande dessinée, une bande dessinée de qualité, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme-là, il faut bien rétribuer les auteurs aussi, quoi. Surtout que le fait d'avoir être bien payé, ça procure un confort de vie, mais ça c'est garant d'une bonne santé mentale. On ne peut pas décemment créer quelque chose qui peut être intéressant si on ne se sent pas bien, si on n'est pas bien payé. Enfin, c'est vrai que moi j'ose le dire, tant qu'on maltraite les artistes de la bande dessinée en refusant de leur proposer des conditions financières qui sont décentes, c'est toute la création qui est nivelée par le bas en fait. Et même s'il y a quelques œuvres qui explosent et qui sortent du lot, faut quand même réaliser que ça reste des exceptions compte tenu de la quantité énorme de bandes dessinées, par exemple, qui sont créées tous les ans. Je tiens à préciser aux gens que bien payer, c'est avoir un équivalent SMIC. Hein. Oui. C'est pouvoir en vivre déjà simplement. Avoir un équivalent SMIC, pouvoir payer son appart, c'est déjà dans la bande dessinée rare. Voilà. Et Malo, tu avais des petites expériences là-dessus à nous travailler en étant bien payé, non, j'ai aucune expérience. Non, aucune expérience. Désolé, j'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai qu'on voit malheureusement j'entends parfois des lecteurs dire ah oui, la première partie de l'album est bien, alors la deuxième partie, qu'est-ce qu'il est allé vite, on voit qu'il a torché ou qu'elle a torché. Faut voir que quand on est très mal payé, c'est parfois très difficile de passer du temps sur un album justement, quoi. Tout ça est lié en fait. C'est un travail vraiment de longue haleine et c'est de la course de fond, le dessin de bande dessinée. Et ça m'étonne pas qu'effectivement il y ait des dessinateurs qui étaient lâchés à la page 40 ou que quand c'est son premier album, on s'imagine pas la quantité de volonté et de rigueur qu'il va falloir pour arriver à la fin d'un album.
C'est ça. Et ce mauvais paiement, ça implique parfois même des choix artistiques. Et des dessinateurs qui passent d'un dessin, j'allais dire, très soigné, enfin, qui prend beaucoup de temps, un dessin gravure ou un dessin réaliste très poussé, à des dessins beaucoup plus croquis, beaucoup plus rapides, simplement parce que, vu comment on les paye, ils n'ont pas le temps de passer, ils n'ont pas le temps de faire ces dessins réalistes qui en prend beaucoup, en fait. Ils sont, quand on est payé, je ne sais pas, 2 ou 3 000 euros pour faire un album, vous pensez bien qu'on peut pas, si on y passe 2-3 mois, c'est déjà beaucoup. Si on y passe 6 mois, on voit bien que ça devient très difficile d'en vivre. Si on doit y passer 1 an, c'est encore pire, quoi. La révolution esthétique de la bande dessinée des dernières décennies, avec une simplification, le noir et blanc, le petit dessin rapide et compagnie, c'est pas uniquement un choix esthétique. Ouais, mais c'est vrai que l'éditeur, il n'a pas conscience que Alix Senator, ça aurait pas la même gueule si c'était Johan Sfar qui le faisait, par exemple. Ce serait plus farfelu, en tout cas. Oui, ce serait autre chose, oui. Mais voilà, pas parler d'argent, non seulement ce n'est pas ça, mais c'est une réelle implication sur le travail artistique. C'est pas un sujet anodin, quoi. Oui, et j'ose pas encore. J'aimerais bien la poser la question de l'égalité de traitement entre un homme qui travaille là-dedans et une femme qui travaille là-dedans. J'oserais bien la poser, mais j'ose même pas la poser parce que là, on va plomber l'ambiance, mais pour la matinée, quoi. Et c'est important d'en parler quand même, hein. Je pense, Valérie, si tu peux. Oui, alors on peut. Je vous disais que les autrices étaient à 50% en dessous du seuil de pauvreté, alors que les auteurs n'étaient qu'à 30% en dessous du seuil de pauvreté. Donc oui, les autrices sont encore moins bien payées que les auteurs. Et on a les mêmes problèmes dans la bande dessinée qu'ailleurs, en fait. Tout ce que vous voyez dans d'autres milieux professionnels se passe dans la BD. Donc elles sont moins bien payées, elles sont souvent moins invitées en festival, elles ont moins de prix, elles ont moins de presse. Elles sont de fait moins bien suivies par leurs éditeurs. Alors, c'est difficile à dire pourquoi après. Hein. Il y a pas je connais pas d'éditeurs sexistes, enfin peut-être quelques-uns, mais frontalement, en général, oui. Parfois harcelés par leurs collègues aussi, apparemment. Parfois les questions d'ordre harcèlement, c'est encore autre chose. Parfois harcelés par leurs collègues, leurs éditeurs, voire par le public. Ça, si on veut plomber l'ambiance, j'ai des anecdotes aussi. Mais oui, il y a exactement les femmes ont exactement les mêmes problèmes dans la bande dessinée qu'ailleurs, quoi. Et c'est pas un racisme, c'est pas un sexisme frontal. On m'a jamais dit ne fais pas de BD parce que tu es une femme. Je crois que c'est des habitudes qui ont été prises depuis très longtemps et qui demeurent et dont les gens ne se rendent même pas compte qu'elles sont sexistes, en fait. Je crois que spontanément ils ont tendance à moins proposer à une femme qu'à un homme. Peut-être la pire remarque que j'ai eue une des pires remarques que j'ai eues dans ce goût-là, c'est quand j'ai sorti Le Fléau des Dieux, donc dont Denis vous a parlé tout à l'heure. Le tome 1 a bien marché et à l'époque lui-même avait une série W1 qui marchait très bien aussi. Il en avait sorti le tome 1 qui avait été un succès. Et quand il a sorti son tome 2, il a été très bien accompagné par l'éditeur au point de vue marketing et par la diffusion. Et le mien était moins mis en avant, mon tome 2, alors qu'il avait très bien marché aussi. Le tome 1 avait très bien marché aussi. Et quand j'ai demandé au directeur de la diffusion, mais pourquoi en fait, je m'attendais bêtement à ce qu'ils me disent, écoute, peut-être que ton tome 2 est moins bien que ton tome 1 et qu'on y croit moins. Et en fait, il m'a répondu... écoute, dans un couple, il faut toujours que le mari gagne plus. Et si jamais tu vendais et que tu gagnais autant que lui, ce serait dangereux pour votre couple. Ah, là, c'est quand même pas mal. Bon, c'est quand même assez particulier comme réponse pour justifier. Et heureusement qu'on n'est pas dans un salon de l'industrie automobile, parce que là, on est quand même dans un salon de la culture, de choses peu... Et je crois qu'il me disait vraiment ça pour mon bien, quoi. Vous voyez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y a encore beaucoup de réactions comme ça, malheureusement. Là, en l'occurrence, c'était pas pavé de bonnes intentions, je pense. Quand tu es devenue éditrice aussi, rappelle-toi. Oui, quand je suis devenue éditrice, quand on a fait Cadran toujours avec Denis, j'étais très fière de moi et je suis allée voir les auteurs que je connaissais pour leur parler de ce nouveau projet. Et le premier à qui j'en ai parlé, qui était de ma génération, pourtant, m'a dit oh, toi Valérie, éditrice, mais tu ferais mieux de faire des gosses. Voilà. Et ce genre de témoignage, faut pas croire que c'est quelque chose qui appartenait à une époque et que c'est plus le cas maintenant. Moi, j'ai aussi des amis, qui sont aussi en train de démarcher au scénario et qui bossent avec des mecs au dessin. Et quand le projet est présenté à l'éditeur, même si c'est à l'initiative de la fille, de la scénariste, l'éditeur va toujours s'adresser au mec, lui répondre dans les mails. Alors que c'est quelqu'un qui arrive après coup. Enfin, je veux dire, c'est déjà que quand on est jeune et qu'on arrive dans ce métier, on est aussi influencé parce qu'on est impressionné, on découvre aussi une industrie, on a un rapport avec un éditeur ou une éditrice auquel nous on n'est pas formé, parce que nous on se forme à faire du dessin, que ce soit par une formation dans une école ou en autodidacte, et en plus savoir se vendre, faire du marketing, ce que tu expliquais Valérie, ça aussi c'est quelque chose qu'on apprend sur le temps, et en plus on doit se heurter à tout ce sexisme ambiant qu'il y a dans l'édition.
Et ça, c'est un truc qui est toujours caché, qui est invisible, et ça ne change pas, ça n'évolue pas encore. Alors bien sûr... Oui, de temps en temps, il y a une affaire pour faire fusible, et que le reste continue, quoi. Oui, mais il ne faut pas croire qu'après ça redescend, enfin que ça disparaît, que le problème se règle, au contraire, ça c'est toujours le cas, quoi. Quand Valérie est arrivée dans la bande dessinée, il y avait extrêmement peu de femmes. Oui, je crois que chez Soleil Productions, où j'ai signé en premier, on était 2 femmes pour 200 auteurs, pour vous donner une idée. Donc on était vraiment des exceptions. Et dans l'ensemble des rares femmes scénaristes, alors on pourrait imaginer que le fait qu'il y ait quelques femmes qui fassent des scénarios, les éditeurs les auraient choyées, parce qu'il y avait éventuellement, même pour des mauvaises raisons, mais par exemple l'idée que la femme écrit de manière différente, et donc c'était une richesse, quoi. Mais pas du tout. Aujourd'hui, Valérie est la seule survivante de cette génération de scénaristes. Peut-être avec Anne, allez, vous êtes 2, mais survivantes, alors qu'il y en a eu plein. Et c'est pareil au niveau du dessin. C'est le seul endroit où les femmes ont survécu, c'est coloristes, parce que là, bon, ça va, c'est une petite tâche à 2 doigts d'être une tâche ménagère, apparemment. Donc on voit qu'il y a pendant longtemps, les femmes faisaient les couleurs de leur mari dessinateur, souvent, quoi. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une tâche ménagère. C'était vu comme la coloriste, là, c'est pas grave. Et on sent bien que derrière ça, au mieux d'accueillir la féminité avec tout ce qu'elle pouvait apporter, on n'a pas veillé sur les femmes. Au contraire, on les a traitées comme des sous-produits, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'assez terrible à observer. En plus, la féminisation actuelle de la bande dessinée, on pourrait la lire comme quelque chose d'extrêmement positif, mais la sociologie nous dit que les métiers qui se féminisent sont les métiers dont le prestige ou les conditions financières se dégradent. En fait, moins la bande dessinée est intéressante financièrement, plus les garçons partent dans le dessin animé, le jeu vidéo, etc., et laissent la place aux femmes, qui, bon, c'est pas très grave, hein, c'est un petit revenu de complément pendant qu'elles élèvent leurs enfants. C'est ça que nous dit la sociologie, hein, c'est un truc terrible, on le sait dans tous les métiers. S'il y a de plus en plus de femmes médecins, c'est parce que les femmes, évidemment, se sont lancées dans ces études incroyables, mais c'est aussi parce que les hommes ont laissé la place. Et nous, les sociologues, par rapport à l'enquête des LGBT, nous ont bien dit, voilà, c'est un des signes de la dégradation des conditions économiques de votre métier, qu'il y ait maintenant plus de 50%, plutôt 60%, hein, je crois, dans les dernières générations de femmes. D'abord, dans les écoles de BD, quand on va donner des formations, on voit majoritairement des femmes maintenant. Donc, oui, tu parles d'école, il y a une contradiction d'autant plus forte, en fait, qu'il y a de moins en moins de sorties, mais de plus en plus d'écoles et de formations. Privées. Privées, bien entendu, donc, parce que c'est, du coup, la seule manne financière, elle est... le ticket d'entrée, dans la formation, elle est... Le ticket d'entrée devient de plus en plus cher, il faut faire 3... Parce qu'en fait, les gens peuvent y arriver sans école, mais ils mettent plus de temps. C'est très long de devenir auteur de BD. Un dessinateur, déjà, il doit apprendre des métiers qui sont dans le cinéma divisés par 10. Il y a un costumier, le dessinateur de BD, il doit être costumier. Il y a des éclairagistes, le dessinateur de BD il doit être éclairagiste. Il y a des metteurs en scène, le dessinateur de BD doit être metteur en scène. Il y a des acteurs, le dessinateur de BD doit faire gérer tous ces acteurs, etc. C'est pas pour rien qu'on met 10-15 ans à devenir auteur de BD, c'est quand le dessin s'y ajoute tous les autres métiers de la narration et de la mise en image. Pour les scénaristes de BD, se pose aussi le problème, puisqu'il n'y a pas de formation, etc. Et cette accumulation-là, en plus maintenant, pour réussir à ne faire ça qu'en moins de temps possible, pour rentrer le plus tôt possible sur le marché, il faudrait passer par 3 ans d'école à 6 000 € par an. Donc on est dans des milieux où maintenant il faut être en gros net dans la classe moyenne pour avoir une chance de devenir auteur de bande dessinée. Et bientôt ce sera être bourgeois pour avoir une chance de continuer, parce que comme on ne sera pas payé, il faudra bien que l'argent tombe du ciel, quoi. Et puis le problème, c'est le prix de la bande dessinée qui augmente aussi, c'est devenu un objet de luxe, ce qui aussi prive une partie importante de la population d'avoir accès à ce contenu. Et ça, j'ai l'impression que le monde de l'édition le comprend, parce qu'on voit aussi l'évolution du contenu de la bande dessinée, qui est une industrie qui devient de moins en moins populaire. Et pareil, c'est se priver aussi de toute une quantité importante de gens qui peuvent aussi après se projeter dans la bande dessinée et nourrir aussi cette culture. Donc on a vraiment des écarts qui se creusent, que ce soit dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, entre la difficulté à vivre de la bande dessinée et ces inégalités qui se creusent de plus en plus. En début, avant le Covid, on avait lu des rapports comme quoi, pendant le Covid, pendant le confinement,
que la bande dessinée, l'industrie de la bande dessinée avait généré ses plus gros chiffres d'affaires la même année où les artistes de bande dessinée avaient été les plus précaires. Donc là aussi, pour moi aussi, il y a une question à se poser sur comment la bande dessinée évolue. Ne plus penser la bande dessinée comme un art populaire, c'est potentiellement quelque chose qui va aussi tarir toute sa ressource en fait. Bon, ben alors on a fait le tour de belles histoires de couple ce matin. Malgré tout, c'est bien avec la les BD. difficultés. J'espère qu'on ne vous a pas trop déprimé. Les ressources du ménage, hein, et du grand-oncle qui est censé pourvoyeur de la sécurité de tout ça. Donc il n'y a pas tellement d'éditeurs dans la salle, hein, je crois pas, mais enfin. Les projets, malgré tout, voilà, avec tout ce socle, en fait, je dirais presque historique de tes 60 et quelques albums ou séries. Je vais continuer malgré tout. Bon, j'ai mes séries qui continuent, Alix Sénator qui vont continuer, et puis j'ai Inhumain, l'album qu'on avait fait avec Denis et Thibaut de Rochebrune chez Air Libre de science-fiction, qui va avoir un tome 2 finalement. Et donc je continue mes aventures avec mes collaborateurs habituels. KGB, Error System, il y a aussi des projets sur... En ce qui me concerne, là je suis aussi en train de développer des projets de bande dessinée qui prendront sûrement la forme de publications dans les temps qui viennent. Entre-temps, là je suis en train aussi d'essayer de raconter... je suis très intéressé par les réseaux sociaux et comment on peut raconter avec les réseaux sociaux, notamment raconter une BD sur Twitter, raconter une bande dessinée ou une histoire sur Twitch. Ça, c'est de nouveaux, de nouvelles plateformes qui permettent justement aussi de rencontrer un public avec une culture, une sociologie qui est aussi différente, qui a des codes narratifs et culturels différents. Et ça m'inspire beaucoup parce que c'est aussi l'univers dans lequel j'évolue tous les jours. Donc là, actuellement, je suis en train d'essayer de raconter une histoire autour d'une organisation de sorcières, de dark fantasy, que je vais raconter donc sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Mais je vais vraiment me servir de la spécificité du réseau social pour essayer de raconter ça. Elles vont danser sur TikTok ? Ne spoil pas ma vie, s'il te plaît, Denis. Non, TikTok, on rigole, mais en vrai, c'est aussi un... Enfin, TikTok, on l'oublie peut-être, mais c'est le réseau social le plus puissant de la planète qui est le plus utilisé. Et il y a un gros vivier, il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment dessus. C'est pas que des jeunes qui font de la Macarena sur le dernier clip de rap qui vient de sortir. Ça, c'est vraiment l'idée reçue qu'on a sur TikTok, même si c'est un contenu qui est quand même là. Mais je pense vraiment que s'intéresser à toute cette nouvelle génération d'artistes qui va s'emparer des réseaux sociaux pour trouver de nouvelles manières de raconter, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, par exemple, en ce moment. On entendait quoi ce matin? Quel salon du livre important s'allie avec TikTok? C'est Bologne? Francfort. Il y a le salon du livre de Francfort actuellement et il a fait un partenariat avec TikTok, oui. Donc il invite les auteurs, autrices, éditeurs, éditrices qui sont présents à faire des publications TikTok. Oui, pas quasiment, oui. À lire leur extraits de leur œuvre sur TikTok, oui. Je danse très mal en fait. Hein. Et moi j'ai fait une incartade vers le roman graphique. Pour voir comment c'était extrêmement mal payé. Et j'ai fait un peu le tour de la question. Ça a été très enrichissant graphiquement, heureusement. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir que finalement, mon langage principal, ça reste l'album de BD classique. Et donc là, je reviens à des albums plus classiques, en 46 pages, enfin 52 pages cartonnées, couleur. Avec des dessins qui prennent, comme on a vu à l'atelier, 3 jours. 3 jours, voilà. Là, vous allez avoir des séances de dédicaces, j'imagine, sur le salon. Oui, juste après d'ailleurs. On se rend tous après en dédicace ensemble. Oui, dans la grande farandole du bonheur. C'est ça. S'il y a 2-3 questions peut-être dans la salle, parce qu'on n'a effectivement pas fait le tour de l'historique du couple en bande dessinée, mais on a abordé des sujets qui me paraissent toujours importants à aborder, et malheureusement je sais pertinemment qu'on va les réaborder encore. Et que Valérie en parle pas mal dans l'exposition, donc faut... Oui, j'essaie un peu de faire le point sur tout ça justement. Si vous avez l'occasion de lire quelques panneaux, vous verrez tout ça en détail. Bonjour, j'avais une question. Où êtes-vous? Je suis ici. Là-bas. Oh, pardon, oui. Venant de la musique et du cinéma, j'avais une question sur la BD. Souvent, ça nous permet, nous, de visualiser ce qui se passe avant que ça existe, mais je sais qu'une BD, c'est 2-3 ans de vie H24.
Et vous venez de dire que c'est 8%. J'ai entendu parler que... j'ai un éditeur au Canada, c'est 50% pour l'auteur qu'on peut avoir sur du numérique. Donc en fait, j'ai plein de questions pour le coup. Est-ce que, avec le droit d'auteur français, finalement, nous, je sais que les musiciens, on a la SACEM. Les auteurs de BD, est-ce qu'ils ont une organisation nationale ou internationale? C'était une première question, en France en tout cas, dans les pays francophones. La deuxième, j'ai entendu qu'il y avait des mouvements un peu syndiqués qui ne marcheraient pas de toute façon pour l'État. Comment on peut avoir accès au... sans passer par TikTok, parce que comme c'est des récupérateurs de données, je me demande si... je sais que le Festival de Cannes, par exemple, est sur TikTok, mais je me demande comment on gagne sa vie sur TikTok. Je sais qu'il y a des stars à Nantes qui sont des acteurs de TikTok, mais je pense que c'est des ventes alternatives de produits. Ça veut dire qu'on récupère, si madame est connue, on la récupère. Donc est-ce que c'est une manière de s'exprimer TikTok et d'avoir une visibilité auquel on n'a plus le droit quand on a moins de 35, ou est-ce que c'est une possibilité quand même d'être vu par le public? Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est la visibilité du public. Parce qu'il y a des gens qui sont doués qu'on ne voit pas. Et des gens qu'on voit qui passent dans les réseaux, qui ont un métier, mais qui ne sont pas forcément les profs des écoles à 6 000 €. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu tout délité, je suis un peu paumée, et j'ai l'impression qu'il y a une différence pays anglo-saxon et pays francophone. Donc, comment on fait ? Alors, pour faire très rapidement, déjà, il y a une énorme différence qui est le droit d'auteur à l'européenne et le copyright aux USA. Mais alors, ce serait extrêmement long de venir dessus. Aujourd'hui, les précarisations, elles sont des deux côtés, donc je ne suis pas sûr que ça fasse telle différence. Alors là, SACEM, pour les musiciens, c'est une OGC, donc pour expliquer aux gens, une organisation de gestion collective. Quand un titre passe à la radio, faut bien qu'on paye à quelqu'un et on ne va pas aller chercher l'auteur à chaque fois pour lui envoyer son argent. Donc en fait, cet argent est reversé à une organisation qui est chargée de la redistribuer. Il y a des OGC, il y a la SACD pour l'audiovisuel, etc. On a une OGC dans le livre, mais on va voir là l'extraordinaire faiblesse des auteurs, c'est que partout ailleurs, les OGC sont gérés par les auteurs, les créateurs. Dans le livre, elle est à 50% dans la main des éditeurs. Ça s'appelle la SOFIA. Et en fait, on n'a jamais réussi à être assez puissant pour avoir notre OGC. Et en fait, on a une OGC qui est une OGC en fait partagée avec les éditeurs. Donc l'ensemble des revenus collectifs dégagés par le livre, typiquement le droit de prêt en bibliothèque, quand une bibliothèque achète un livre, il y a une partie de l'argent qui retourne à la SOFIA, est partagé en deux entre les auteurs et les éditeurs. Donc même là, notre poids a été trop faible pour réussir à obtenir qu'on prenne 100% de ces gains de droits d'auteur sur les bibliothèques, par exemple. Pour la partie TikTok, là, moi, je suis moins... Pour la partie TikTok, pour l'instant, il y a très peu d'auteurs de bande dessinée qui y sont. Alors, pas mal dans les jeunes générations, mais dans la nôtre, beaucoup moins, évidemment. Et mais la question de la visibilité est centrale, en fait, pour les auteurs. Parce que d'habitude, j'allais dire, traditionnellement, c'est l'éditeur qui se charge du marketing et donc de la promotion des albums. C'est la librairie, le cœur de... la librairie, le festival, le cœur du lieu où on fait notre publicité. Mais l'éditeur s'en charge de moins en moins et laisse un peu l'auteur se débrouiller tout seul. Et qu'est-ce qu'a l'auteur ? C'est un peu les réseaux sociaux surtout. Hein. Surtout qu'exister sur les réseaux sociaux, c'est bien plus dur qu'exister dans l'édition, parce que comme vous venez de le dire, en fait, quand on est auteur ou autrice ou indépendant sur les réseaux sociaux, on doit tout faire tout seul. Et là, on ne se confronte pas à l'édition qui est propre à ce qui est publié dans notre pays, on se confronte, si je peux dire ça, à tous les artistes qui existent sur la planète. Donc ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ouais. Et au tuto maquillage. Il y a des trucs bien. Ah bon, tu aimes te maquiller maintenant ? Malo, après pourquoi pas tuto maquillage. Malo est plutôt tuto coiffure, mais la visibilité est un vrai problème, effectivement. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont sans doute géniales et qu'on ne verra jamais à cause de ça. Hein. Mais les cimetières sont remplis, hélas, d'auteurs géniaux. Le succès n'a rien à voir avec la qualité des livres. Il y a peut-être une autre question ou deux ? Bonjour, merci pour cet aperçu sociopolitique passionnant et très révélateur. Et alors, on est dans une famille d'artistes. Zut, mes condoléances. Et on a plein de jeunes filles qui se lancent dans l'image en regardant ce monde avec des grands yeux. Donc,
ça sera avec un regard plus lucide. Et je voulais revenir sur le titre de votre table ronde, le couple sénateur-dessinateur. Alors, question de profane, comment vous vous choisissez? Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que le graphisme doit correspondre au scénario? Ou est-ce que ça se trouve comme ça et ça fait une création qui est née d'une rencontre fortuite et qui prend sa personnalité de cette rencontre? Tout est possible. On a couché déjà. C'est vrai. Alors, par exemple, j'ai rencontré Denis Bajram en dédicace. J'étais une fan de son travail. Et vous voyez, 20 ans après, on est mariés. Et on a fait des albums ensemble. Mais on se rencontre n'importe où, en fait. On peut se rencontrer en festival, on peut se rencontrer sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est l'éditeur qui présente un dessinateur, un scénariste qui arrive avec une bonne histoire. Parfois, il n'y a pas de règle en fait, tout est possible. Et Genolab a insisté sur l'importance des réseaux, et c'est ça surtout. C'est pour un auteur, une autrice, c'est sortir, c'est rencontrer d'autres auteurs, voir avec qui il a des affinités, quel graphisme il aime, ou au contraire, qui n'est pas pour lui. Il n'y a pas de recette magique en fait. Il n'y a pas d'application de rencontre pour auteur en tout cas. Il faut encore faire le travail à l'ancienne et aller vers les gens. Voilà, discuter de son histoire, discuter de son dessin, voir effectivement ce qui pourrait correspondre. Parfois, j'écris une histoire avec un dessin très particulier en tête. Je me dis là, il faut un dessin très réaliste, ou au contraire, il faut un dessin très onirique, tout dans l'ambiance, beaucoup plus couleur directe, etc. Et parfois, je rencontre un dessinateur qui a un dessin totalement différent de ce que je pensais, mais que je trouve génial. Donc finalement, je change totalement d'idée. Voilà, je crois qu'il faut rester très ouvert et aller être proactif, effectivement, chercher à faire des rencontres, regarder ce qui existe, ce qui se fait, regarder ce que font les jeunes auteurs, les vieux, les auteurs à l'étranger. Et c'est même côté niveau dessin, on s'adapte aussi au scénario qui nous est proposé, même si on est dans des univers complètement différents. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est des fois de voir que ce que crée une scénariste et un dessinateur, ce sont deux choses en fait qui ne peuvent exister que de cette rencontre en fait. Enfin, faut se dire qu'il n'y a surtout aucune méthode. Tout est possible, comme dans un couple, on peut se rencontrer par des hasards complètement incroyables. Ça peut être un match parfait pour une application, et ça peut être deux personnes qu'on n'imaginerait jamais ensemble et qu'on verra se tenir par la main comme deux petits vieux 50 ans après. Donc c'est hyper open. Il y a un truc, faut pas avoir peur de cette rencontre. Faut la provoquer. Voilà. Donc ne pas se résigner par rapport à ce que vous dites par rapport à vos filles, effectivement. Merci Valérie. Merci. Merci Genolab, merci Denis, merci Malo. Merci de votre présence ce matin. Continuez bien.